Aujourd'hui, nous allons découvrir le travail d'un nouvel artiste, Lucas Ribéron. Lucas Ribéron, nous allons le découvrir dans le lieu de sa galerie, la galerie Taliala Tella, qui est au fond d'une petite cour absolument adorable. On va rentrer dans ce petit endroit plein de charme, avec des arbres partout. On n'imagine plus du tout qu'on est dans Paris. Et au fond, on va découvrir la fameuse galerie avec les œuvres de Lucas Ribéron. Donc on va pouvoir échanger ensemble, on va voir les œuvres en détail et il va pouvoir nous parler lui-même de son propre travail. Nous sommes maintenant dans la galerie et nous allons voir un ensemble d'œuvres variées, des œuvres plus récentes jusqu'à des œuvres plus anciennes. Ça va remonter à peu près jusqu'à 2016. On a des œuvres de très grand format, des œuvres cinétiques, des œuvres peintes. Et donc, toutes ces œuvres sont en vente dans la galerie, mais elles sont aussi visibles sur le site MuseSquare. Ces grands formats sont entre 4 500 et 7 000 €. Et puis des plus petits formats, plus récents également. Et là, on avoisinera les 400, 450 € jusqu'à 700 €. Et donc ensuite, je vous propose de voir les œuvres en détail avec l'artiste lui-même qui va nous éclairer sur les œuvres elles-mêmes. La base de mon travail, c'est part de la vidéo en fait, bizarrement. C'est-à-dire que je recrée des points de vue de caméras de surveillance avec des petites caméras, ou en les posant, ou en me promenant avec des perches en fait. Et je vais utiliser ça vraiment comme on utiliserait, on ferait des croquis finalement. Voilà. Donc j'en extrais des images que je vais ensuite triturer, que je vais ensuite agrandir, déformer. Je ne vois pas ce que je filme. Donc ça me permet aussi de créer des accidents, ce qui va d'un seul coup, ce qu'on retrouve dans mes dessins où l'horizon va être penché, où on a ces vues en contre-plongée, Ça me permet de déplacer un peu les canons finalement du dessin et de la peinture. En 2012-2013, j'ai accédé à des caméras de surveillance par internet qui n'étaient pas protégées. C'est-à-dire que les entreprises qui faisaient ça ne les protégeaient pas. Donc il suffisait de rentrer des adresses, de changer le numéro à la fin, et à chaque fois on tombait sur une caméra différente. Et donc le jeu, c'était d'essayer de trouver où on était, parce qu'on ne savait pas où on était. Et donc assez vite, j'ai voulu m'approprier ça, créer mes propres images, l'utiliser vraiment comme un point de vue narratif finalement. Raconter mes propres histoires. Et donc c'est là que j'en suis venu à créer mes propres banques d'images d'un seul coup. Il y a des allers-retours finalement entre gravure, technique traditionnelle, gravure, sérigraphie, et vidéo. Voilà, c'est un peu comme ça un grand écart entre les deux. Et c'est vrai que c'est ma pratique j'ai un peu fait le chemin inverse, au sens où c'est ma pratique de la gravure qui m'a emmené au dessin. Généralement, on part du dessin pour faire des gravures et faire du multiple. Moi, j'ai fait le chemin inverse. Donc c'est vrai que c'est la manière de travailler en gravure, en sérigraphie, on va décomposer l'image ou on va travailler en trame. Mais d'un seul coup, je l'ai extrapolé. C'est devenu... Je l'agrandis vraiment, c'est comme des gravures dans lesquelles on pourrait rentrer, qui me permettent aussi d'avoir toujours deux niveaux de lecture dans l'image, où on a, donc de près ça se met à vibrer, il y a un lien comme ça à l'art cinétique. Et encore une fois en termes d'esthétique aussi, comment ça bouscule les codes. Le travail des couleurs, de la décomposition des couleurs, donc là encore me vient vraiment de cette pratique de l'imprimer, où on travaille en couches de couleurs, donc on va décomposer l'image comme ça. Et je le reproduis donc en peinture vraiment par de la trame, et c'est vrai qu'on a un lien, comme on discutait avant, au Nabi, au Fauvisme. J'ai la chance d'aller souvent en Italie, j'ai fait une partie de mes études là-bas, donc je me nourris de tout ça. Il y a un truc vraiment presque de l'ordre du cannibalisme où j'ingère comme ça beaucoup de choses. Mais c'est vrai que ça peut remonter aussi beaucoup plus loin, puisque quand je vais en Italie, l'année dernière j'étais à Pompéi, je vais beaucoup en Calabre aussi, donc les petites églises à la peinture médiévale, même vraiment des choses antiques. Notre accessibilité à l'art aujourd'hui, par le numérique, donc on peut tout voir aujourd'hui, les musées ont bien fait le travail quelque part.
on a facilement accès aux choses très rapidement, mais paradoxalement, on va de moins en moins les voir en vrai. Donc voilà, il y a cette œuvre qui est ici sur la Pietà de Rome qui explique un peu mon cheminement comme ça, ou comment j'ai eu accès à cette image, à cette statue en allant la voir, mais comment aussi on peut découvrir son histoire à travers Internet, et donc voilà, comment très rapidement on peut avoir plein d'informations sur une image. Et du coup, c'était un peu cette réflexion, comment moi je peux appliquer des filtres successifs à une image qui vont raconter cette histoire, qui vont raconter mon cheminement, comment je suis arrivé à cette image, comment je l'ai perçue, et comment dire, quelle émotion aussi quelque part j'ai eue, à quoi ça m'a fait penser, voilà, comment résumer tout ça dans une image fixe. C'est une captation vidéo, justement, la base de cette peinture, avec une caméra 360 degrés, donc qui va vraiment voilà, déformer finalement l'image. Et donc c'était un clin d'œil à la peinture vénitienne, avec ses couchers de soleil, et voilà. Et comment, comme j'ai pu en parler avant, je vais questionner justement cette esthétique et la bousculer. Voilà, d'un seul coup, on a l'horizon qui va se pencher. On a ces objectifs qui vont créer une déformation comme ça de fisheye. Et ensuite, il y a un travail de couleur, donc vraiment décomposition de la couleur sur un fond qui est déjà teinté, donc où on a travaillé sur l'absence en fait. Vraiment, je pars d'une toile bleu foncé sur laquelle j'ai posé un fond en sérigraphie. Et ensuite, je viens poser la couleur. Donc voilà, le noir est en absence quelque part. C'est un peu le travail inverse. Et donc, il y a un travail de décomposition de couleurs, où à chaque fois j'obtiens des couleurs par superposition ou croisement de deux teintes finalement. Et là, c'est quelle technique alors? Quel est le médium qui est utilisé pour les couleurs? Alors pour la couleur, c'est du feutre acrylique. Feutre acrylique. Voilà, ce qui permet d'avoir ces choses très tendues en fait, qui seraient difficiles d'avoir avec un pinceau. Et j'utilise aussi des outils de dessin technique, type pistolet ou perroquet, qui me permettent voilà, de faire ces choses, ces cercles comme ça. Il y a des carrés par endroits ou des choses très tendues comme ça, voilà, qui permettent qui me donnent cette idée de mécanisme finalement. Moi, ça m'évoquait aussi beaucoup quand on est rentré dans la galerie, dans l'histoire de l'art, par exemple, le fauvisme ou l'expressionnisme allemand, avec la distorsion justement des objets, des formes, et puis ces couleurs qui sont vives et éclatantes, et comment donc un siècle après, un jeune artiste peintre va questionner encore cette image. C'est encore une fois avec c'est questionner effectivement la peinture à l'heure du numérique et donc de ces moyens de captation. Alors il y a une réflexion sur la couleur, effectivement la saturation des couleurs, donc avec une gamme finalement de couleurs qui est... J'en reviens à des couleurs très primaires, puisque c'est ce qu'on retrouve finalement aujourd'hui. On a donc des télés qui nous permettent d'avoir je ne sais combien de couleurs, en tout cas on le vend comme ça. Mais en fait notre spectre de couleurs il est très réduit, puisqu'on est dans des couleurs très saturées. Et voilà, d'un seul coup c'est utiliser donc des couleurs primaires, mais saturées aussi, mais aller vers des choses où on retrouve quand même des nuances. On retrouve, voilà, on a un lien quand même à la peinture, effectivement, classique, entre guillemets, ce qui est peu le cas finalement dans notre société de l'image, où c'est très limité en fait. Alors là, nous nous trouvons devant un triptyque, donc grand format, avec une thématique qui est le square, donc le lieu où d'habitude les enfants viennent jouer. Bon, là, on voit qu'il se passe beaucoup de choses, il y a beaucoup d'animation. Donc comment ces œuvres sont arrivées, comment elle a été produite? Alors ça naît d'un projet, suite à un appel à projet en fait, organisé par une association qui s'appelle Art Exprime, qui fait ce projet d'art en espace public, où pendant 3 mois on intervient dans un lieu. Donc là c'était dans le 13e, le square Saraszewski, où j'ai fait des prises de vue pendant 3 mois et j'ai expérimenté donc ces systèmes d'animation comme ça, où par le mouvement
je recrée une séquence comme ça, une boucle de 2 ou 3 images. Alors, ce mouvement, il vient aussi beaucoup de ce qui existait dans l'histoire de l'art, qui est apparu dans les années 60-70, qui est l'art cinétique ou l'art l'op art, et dont Vasarely est quand même un des plus grands représentants. Sauf que habituellement, il n'y a pas beaucoup de figures, c'est plutôt très abstrait. Donc là, on est en 2020. Vous utilisez cette technique, mais vous la transformez avec une approche très contemporaine. Tout à fait. Effectivement, donc, d'un seul coup, je réintroduis de la figuration en fait, dans l'art optique. Et c'est un peu cette réflexion donc, dans notre rapport à l'écran où on est toujours passif, en fait, quelque part. Là, d'un seul coup, c'est le mouvement du spectateur qui va créer l'image, qui va réanimer l'image. Donc c'était un peu cette réflexion de dire, voilà, d'un seul coup, je redeviens actif vis-à-vis de l'image. Alors là, on reste avec l'Italie et l'histoire de l'art. Donc il y a toute une série d'artistes qui interviennent, donc très schématiquement, et je vais vous laisser ensuite la parole. Donc il y a Michel-Ange, c'est la Pietà qui se trouve à Saint-Pierre de Rome, qui ensuite, autre référence, c'est Claude Mellan, qui est un graveur du XVIIe siècle français et qui, lui, va énormément exploiter son médium, son matériau, en utilisant ce travail de ligne, et qui va donner une image du visage du Christ, avec cette espèce de trait qui tourne en circonférence et qui fait que ça brouille l'image et en même temps ça lui donne une intensité et une force incroyable. Et donc l'histoire du visage du Christ qui apparaît, qui disparaît. Et puis ensuite intervient encore un autre artiste qui est le photographe autrichien Robert Hupka, et qui lui va être fasciné par cette Pietà qui va être présentée à New York en 1964. Il va la photographier sous tous les angles, et là vous avez retenu un angle particulier qui est très très étrange. Et puis pour terminer, il y a cette fameuse violence qui a été faite à la Pietà, donc un fou qui s'est attaqué à cette œuvre extraordinaire, et donc maintenant on n'a plus l'original totalement. Donc voilà, superposition de l'histoire de l'art. Et qu'est-ce que vous en avez fait avec cette image? C'est vrai qu'il y a Claude Mellan, qui est un graveur que j'ai beaucoup regardé avec cette spirale. Donc voilà, là c'est l'idée, c'est vraiment j'ai posé cette spirale de fond et ensuite je suis venu par-dessus, donc retravailler avec des feutres de différentes tailles pour obtenir ces différents niveaux de gris qui sont optiques en fait, qui sont vraiment créés par la largeur des traits. Ensuite, le visage du Christ, du coup, là, est complètement effacé, flouté, toujours avec cette idée comme ça de flouter l'image, de rendre inaccessible la violence, quoi. Il y a un truc de montrer en cachant, comme ça. Par rapport donc, à la destruction de cette œuvre, ce qui est drôle, c'est que cette photo de Hupka sont les dernières photos qu'on ait avant qu'elle soit détruite, puis donc refaite. Donc il y a quelque chose comme ça de l'ordre de l'authenticité, en fait, et du vrai, du faux. Ça pourrait être le point de vue qu'on ait. J'imagine qu'il y a des caméras de surveillance depuis qu'elle a été dégradée, donc ça pourrait être un de ces points de vue-là. Il y a un phénomène de l'ubiquité qui vous intéresse beaucoup. Tout à fait. Ça part d'un constat assez simple, qui est un constat d'un retournement de la perception du monde, où on est passé finalement de civilisations plutôt tournées vers l'extérieur, vers les cieux, vers des mythologies comme ça, à une société qui d'un seul coup, avec les satellites, va s'observer en permanence, s'épier en permanence, et finalement recréer un peu cet œil de Dieu quelque part en s'épiant et en se regardant en temps direct comme ça tout le temps. Donc c'est ça qui m'intéressait d'un seul coup de montrer cette image du Christ, basculée, renversée. Ce travail sur le pont Riquet, où on retrouve quand même des techniques qui se rapprochent, et puis l'espace urbain aussi, qui est aussi un phénomène qui revient beaucoup dans votre travail. Donc peut-être vous pourriez nous parler de cette période 2016 où il y avait des bandes rivales qui se battaient autour de ce pont. Oui, donc c'est le pont de Riquet, effectivement, qui est la limite entre le 18e et le 19e arrondissement.
et où voilà, les enfants, parce qu'ils sont très jeunes souvent, se retrouvent sur le pont et se bagarrent. Enfin, et donc c'est un peu la limite comme ça quand le jeu d'un seul coup bascule. Et ça devient très violent en fait, c'est plus de l'ordre du jeu. Donc on retrouve toujours, voilà, c'est pareil, ça part d'une prise de vue avec une caméra, une perche, où je ne vois pas ce que je filme, donc il y a cet horizon qui bascule d'un seul coup. Là c'est un peu différent puisqu'il y a donc une trame de fond que je pose avec des outils donc, qui sont des feutres avec des mines très larges, que je sculpte pour avoir comme ça une dizaine de traits parallèles qui me permettent de donner un aspect mécanique vraiment au dessin, voilà, qui rejoint la caméra comme ça, et des zones qui sont floutées, donc où finalement je rends inaccessibles ces scènes de tension et de violence. On les devine, mais voilà. Dans un autre registre, ça m'évoquait toujours par rapport à l'histoire de l'art, le futurisme, où les artistes, et notamment Marinetti, le poète qui a entraîné tous ces peintres dans cette histoire, étaient fascinés par la modernité, mais fascinés aussi par parfois les mauvais côtés de la modernité aussi, et notamment on sait qu'ils ont été très intéressés par la guerre, la violence, et ça me faisait penser à un des tableaux phares de ce futurisme, le tableau de Balla. Lui est très coloré, celui-ci est très noir et blanc, mais quand même on voit cette foule, cette masse qui est partie dans un état de tension et de violence, et donc je trouve qu'il y a un rapprochement qui est très important et évident à faire. Tout à fait. D'être violence omniprésente quelque part, et c'est vrai que c'est, comment dire, je pense qu'il y a quelque chose de l'ordre de l'exutoire aussi dans ces œuvres, où c'est pour moi une manière de ressortir un peu toute cette violence qu'on vit au quotidien, qu'on voit au quotidien partout, et puis aussi peut-être la sublimer quelque part, la transcender, quoi, arriver à la dépasser comme ça par le travail du dessin. Où il y a quelque chose de très méditatif aussi, c'est des choses, voilà, je passe beaucoup de temps dessus, c'est très... Et je rentre vraiment voilà, très répétitif, comme ça, il y a un truc de l'ordre de la machine qui rejoint le futurisme, justement. Ça, c'est la toute dernière série que vous avez produite pendant cette période étrange qu'on vient de vivre, qui est le confinement, et cet état de sidération dans lequel on s'est tous retrouvés. Et donc, pourquoi la Lune est apparue? Qu'est-ce que ça a signifié? Je pense qu'il y avait un rapport au temps d'un seul coup qui était complètement bousculé. Donc je me suis mis à travailler beaucoup la nuit, ce qui n'est pas trop dans mon habitude. Et c'est vrai que j'étais dans un tout petit appartement à Paris, donc voilà, c'était un peu un moyen de m'échapper, d'un seul coup, des paysages mentaux comme ça. Et puis c'est ce que je voyais par la fenêtre aussi. Il y a eu quelques très belles pleines lunes, quoi, qui étaient un petit peu une lueur d'espoir, comme ça. Enfin, il y avait quelque chose comme ça, un peu, voilà, de s'échapper à la fois par le dessin et à la fois par ce que je pouvais voir par ma fenêtre, parce que je vois pas grand-chose d'autre. Je trouvais qu'il y avait pas mal de choses aussi dans votre travail en relation avec les nabis. Oui, tout à fait. C'est des choses que je regardais beaucoup pendant le confinement. Pareil, ça permettait de s'évader un peu, c'est très coloré, mais des gammes très, très étranges aussi, très surprenantes pour des paysages où on ne sait plus trop où on est, si c'est un lever de soleil, un lever de lune, un coucher de soleil. Il y a un rapport au temps comme ça qui est un peu bousculé.